Bon, ben on va commencer quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là, même si on a mangé un petit coup et bu un petit coup. Déjà, premièrement, je suis content de vous voir tous là, les collègues, les élus qui sont là. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte, vous savez que on a pris quelques mauvais projets en cours en ce moment chez nous à l'ONF dans les Vosges et particulièrement dans notre agence à Vosges-Montagne. Et le timing a été très bien choisi par notre cher directeur, puisqu'en même temps qu'il nous annonçait la perte de 4 postes pour début 2021, avec en plus de ça la perte du UT, plus encore une UT après, et ben en même temps il nous invitait à partager un petit moment de convivialité, un petit moment de cohésion, comme ils disent si bien, aujourd'hui. Et en plus de ça, ils avaient choisi un endroit symbolique, puisqu'ils avaient choisi de le faire sur l'une des UT qui était supprimée. Donc finalement, je crois qu'on est nombreux ici à vouloir se dire que la convivialité, on n'a pas forcément envie de la partager avec lui en ce moment. D'autant plus après que les alertes et les nombreux avertissements et les nombreuses craintes qu'on lui a exprimées la semaine dernière, alors qu'on était très nombreux à Étival, et je remercie ceux qui sont venus et je remercie aussi ceux qui ne sont pas venus et qui sont là aujourd'hui pour leur soutien. Le lendemain matin, M. Kubler remettait en marche sa machine et à 6 h du matin, à peine 24 heures après avoir entendu toutes les alertes, eh bien, il invitait les personnels concernés par les suppressions de postes ou les suppressions d'UT à venir discuter avec lui pour arrêter les contours du projet et pour nous associer à sa démarche de démantèlement. Donc on voit bien qu'il n'a pas envie de nous écouter. Donc nous, on va tracer notre chemin sans lui. On a donc justement décidé de se réunir aujourd'hui. On a partagé un bon moment. On va parler un petit peu technique et symbolique cet après-midi, et plus que de la symbolique. Et on va faire finalement ce qui est vraiment la convivialité au sens psychodynamique du travail, puisque en fait la convivialité, c'est pas juste de rigoler avec les collègues. La définition exacte de la convivialité, c'est de pouvoir discuter entre collègues des règles du métier qu'on veut s'imposer et qu'on veut appliquer. Et c'est la capacité de débattre et de construire ensemble une vision technique ou une approche technique de notre métier, et donc particulièrement de notre métier de forestier. Donc je pense qu'on va peut-être essayer cet après-midi de rendre un petit peu ces lettres de noblesse à la convivialité. Voilà. Donc on a deux tables rondes cet après-midi. Vous avez tous, pour ceux qui ont eu les invitations, en entendu parler. La première table ronde parlera de la question des maisons forestières, qui est une question très épineuse en ce moment chez nous, puisque au niveau national, c'est tout de même 700 maisons forestières qui sont ciblées pour être vendues sur un total de 1500 maisons forestières, ce qui est quand même presque la moitié. Et en plus de ça, le lieu est symbolique, puisque la maison forestière des Baraques, Maurice, notre cher collègue, est en train de quitter ou va quitter prochainement, fait partie de ces maisons qui sont projetées d'être vendues. Donc c'est toujours la même recette pour... Voilà, l'office se casse la gueule. C'est toujours la même recette finalement pour boucher des trous qui sont provoqués par des contraintes budgétaires et structurelles qu'on nous impose et que l'État ne veut pas résorber. Et ben pour boucher ces trous, on vend les bijoux de famille, on vend les maisons forestières, on vend les locaux, on vend bientôt, quand il n'y aura plus de maisons forestières et plus de locaux à vendre, on vendra peut-être les voitures. Quand on aura vendu les voitures, vous savez ce qui restera à vendre. Hein. À un moment donné, il faudra bien attaquer le nerf de la guerre et le noyau. Hein. Voilà. Et en plus de ça, cette maison, pour les plus anciens, moi j'étais pas là, mais il y a des plus anciens parmi vous, je pense, qui ont connu ça. Cette maison était déjà menacée d'être vendue il y a quelques années. Et on avait réussi à la sauver, en plaise à Maurice, qui a habité là il y a encore quelques années. 15 ans. Et on a donc réussi à la sauver, donc comme quoi les combats ne sont pas toujours tous perdus d'avance. Et donc c'est certainement le meilleur lieu et le meilleur moment pour parler de cette question des maisons forestières. Et après avoir évoqué cette question, on parlera plus d'adaptation des forêts au changement climatique, au contexte sanitaire qu'on a actuellement, et de la stratégie qui semble être prise par l'État et par la direction de l'ONF vis-à-vis des peuplements, à la fois ceux qui ont été détruits par les dépérissements forestiers
et ceux qui seraient supposés potentiellement pouvant l'être, eh bien on va pouvoir parler de cette stratégie-là dans un deuxième temps. Donc je vais donner la parole à mes camarades pour introduire un petit peu le sujet, pour dire ce qu'ils ont envie de dire, et puis après je pense qu'on aura un échange tous ensemble sur la question. Voilà. Merci beaucoup. Donc, oui, la problématique des maisons forestières, alors ça pourrait paraître un petit peu un sujet annexe dans la crise que traverse l'Office, mais en fait, c'est pas du tout, je dirais, hors sujet. On est vraiment dans le cœur de la stratégie de l'Office actuellement, à savoir que chez les forestiers, le problème principal, c'est l'identité forte. On dit qu'il y a une identité qui est reconnue institutionnellement, mais également par tous les usagers du service forestier. Le forestier, c'est quelque chose qui, je dirais, c'est beaucoup plus qu'un métier, c'est presque un sacerdoce. Et les attributs de ce sacerdoce, bon, il y a les fonctions régaliennes, bien entendu, et il y a aussi tout ce qui est matériel, c'est-à-dire le patrimoine immobilier qui comprend bien sûr les forêts, c'est le cœur du métier, et les attributs qui sont un marqueur fort de la personnalité, de l'identité du forestier, ce sont aussi les maisons forestières. Et c'est, je veux dire, la maison forestière, je veux dire, ça reprend un petit peu quand même ce qui est reconnu par tous. La maison, c'est quand même l'endroit où on a quelque chose de fort, quelque chose où on installe sa vie. Donc le forestier, il installait sa vie dans une maison forestière. Et c'était un lieu reconnu de tout le monde. Tout le monde savait où se trouvait le forestier. Il n'était pas dans un logement à droite, à gauche. Non, il était à la maison forestière. Et tout le monde, dans les villages, dans les villes, tout le monde sait où se trouvait le forestier de la forêt du coin. Donc tout ça fait que pour, je dirais, une volonté qui n'émane pas en premier lieu, disons, de la direction, mais plutôt d'un échelon bien plus élevé qui est celui, malheureusement, du politique, du gouvernement, vouloir, entre guillemets, transformer cet office trop public à leurs yeux, hein, puisqu'on a quand même affaire, je dirais, à des politiques quand même néolibérales. Donc il faut, entre guillemets, casser certains marqueurs forts de l'identité du forestier. Et c'est pas un hasard si on s'en prend aux maisons forestières, mais on s'en prend aussi aux autres attributs. Certains d'entre vous peut-être ont remarqué que les véhicules forestiers maintenant ils n'étaient pas forcément verts, ils viennent de plus en plus blancs. Il y a toujours pour l'instant le logo, mais bon voilà. Voilà, ça aussi ça fait partie des choses qui sont utilisées pour un petit peu, je dirais, parcelliser cette identité forte des forestiers et aussi la reconnaissance qu'il en a du public. Donc le patrimoine forestier, comme l'a dit fort justement Fred, c'est que, alors il parle de 1700 maisons actuellement, mais il faut savoir qu'il y en a eu beaucoup plus quand même. On est monté à beaucoup plus que 2000 immeubles forestiers. Hein. Donc il y avait déjà eu une grosse purge au fur et à mesure des réformes qui ont commencé à s'installer au début des années 80. Donc ça fait maintenant 40 ans, entre guillemets, que le démantèlement est engagé, sauf qu'il l'était à une échelle beaucoup plus modeste que celle qui est envisagée maintenant. Puisque là, on parle carrément de 50% du parc immobilier. Et 50%, ça veut dire qu'on ne s'arrêtera pas là. Plus tard, on ira encore un petit peu plus loin. L'objectif, c'est carrément de faire disparaître ce patrimoine immobilier. Et donc là, c'est un message qu'on fait passer aux forestiers en lui disant, ben voilà, ce qui avait du sens pour vous, ce qui avait de la valeur pour vous, ben voilà, maintenant ça n'existe plus. Vous n'êtes plus... voilà, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer vers quoi? Ben, vers un office qui soit plus vraiment service public, vers un office qui soit beaucoup plus, je dirais, en phase avec, comme on nous le répète à longueur de journée, les besoins de l'industrie, c'est-à-dire qu'il faut formater une forêt en vue des besoins
de l'industrie et non pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas à l'industrie de s'adapter, entre guillemets, à la forêt telle qu'elle est, mais c'est à la forêt de s'adapter pour pouvoir donner, entre guillemets, des produits qui correspondent à ce qu'attend l'industrie. Bon, cette stratégie-là, vous avez un bon exemple avec l'agriculture. Hein. Voilà, ça a été fait avec l'agriculture. On veut le faire aujourd'hui avec la forêt. Est-ce que ça va réussir mieux? J'en suis pas sûr. Enfin, on est là pour dire que c'est même pas sûr du tout, que c'est certain que même ce sera une catastrophe. Hein. Donc, voilà. Là, on a affaire à des idéologues actuellement. On a vraiment affaire à une volonté idéologique. Parce que, en termes financiers, parce qu'on nous présente toujours finalement la vente du patrimoine immobilier comme une nécessité budgétaire. On ne peut plus entretenir soi-disant ce patrimoine, donc il faut le vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent ce patrimoine il est vendu à faible prix. Donc c'est pas vraiment l'argent qui est recherché. C'est pas vraiment l'argent. On est vraiment dans une volonté de démantèlement. Et finalement, l'immobilier, c'est qu'un outil dans ce cadre-là. Alors là, je m'adresse à des élus, puisque je crois qu'il y a des élus qui sont parmi nous. Tout le monde a vu qu'on a commencé par dire aux maires, finalement, votre maison forestière, parce que certaines maisons forestières étaient communales, il faut quand même le dire, elles ne sont pas toutes domaniales ou ONF. Et donc, on a commencé à dire aux maires, mais vous savez, c'est peut-être pas la peine de garder votre maison forestière, puisque de toute façon, le poste là, il est supprimé. Bah oui, on a mis finalement les élus devant un peu une impasse, c'est-à-dire qu'ils avaient encore quelques maisons forestières qui étaient là pour accueillir le forestier, et puis finalement, il n'y avait plus de forestiers, parce que petit à petit, en milieu rural, le maillage territorial il s'est énormément dégradé au cours des 40 dernières années, particulièrement depuis la tempête de 99. Donc voilà, donc je dirais on a forcé entre guillemets les élus à participer à ce mouvement finalement que l'ONF a induit lui-même, enfin l'ONF, je veux dire les responsables même du ministère ont induit eux-mêmes, à savoir aller vers ce démantèlement du patrimoine qui n'a en fait qu'un fondement idéologique. C'est faire comprendre aux gens que voilà, on change d'époque, on change d'ère, le service public n'a plus droit de citer dans notre pays, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'ONF, le régime forestier plus exactement, le régime forestier est une spécificité française au sein de l'Europe. On est le seul pays à avoir un régime forestier aussi cadré. Il y a un code forestier, c'est pas le cas partout. Voilà. Donc il y avait quand même une volonté forte du législateur, mais ça remonte quand même, je dirais, à des époques plus anciennes, puisque c'était au 19e siècle. Hein. Il y avait une volonté du législateur d'installer des bases solides et de protection aussi du patrimoine. Et finalement, ces bases de protection du patrimoine, aujourd'hui, pour certains, c'est devenu un obstacle. On ne peut pas faire ce qu'on veut en forêt et ça gêne beaucoup de gens. Voilà. Donc, nos gouvernants ont décidé que, en levant certains freins, par exemple, avoir des forestiers qui ont de moins en moins de compétences, qui sont de moins en moins nombreux, qui ont de moins en moins de repères, qu'on installe un petit peu, je dirais, une ambiance délétère à l'intérieur des services pour que les gens finalement baissent les bras vis-à-vis des tâches qu'on a à accomplir. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument dramatique, dans la mesure où effectivement d'autres services publics l'ont subi, pas des moindres, France Télécom, dernièrement c'était La Poste, hein, tout le monde sait que ces services-là sont plus ou moins, je dirais, condamnés, mais finalement, je dirais, le drame des forestiers, c'est que si un service public comme La Poste, par exemple, est démantelé en milieu rural, on peut très bien envisager que dans les décennies à venir, une politique inverse soit menée et que des services publics soient réinstallés en milieu rural. Le problème des forestiers, c'est que si on démantèle le régime forestier, si on démantèle la gestion forestière, si on démantèle l'immobilier, enfin tout ce qui va avec finalement, on ne reviendra pas en arrière. Et à ce moment-là, la forêt, ayant perdu ses protecteurs, ne sera plus qu'un champ vaste de commercialisation à outrance,
avec tous ces errements, avec tous ces abus, tels qu'on le voit dans les pays pauvres, par exemple, hein, l'Amazonie, pour ne citer que celle-là. Et donc, on ne reviendra plus en arrière. Dans les décennies à venir, si on lance une politique de libéralisation du patrimoine, on ne reviendra plus en arrière, c'est terminé. Et donc, la valeur symbolique du forestier, alors les forestiers sont peu nombreux au niveau national, on est 8500, hein, c'est pas énorme, mais la représentation symbolique, la représentation, je dirais, les valeurs qu'incarne cette gestion forestière publique, elle est absolument vitale, car elle concerne l'environnement de chaque citoyen, elle concerne notre environnement proche, et que si cet environnement proche devient le jouet des industries et des lobbies économiques et financiers, eh ben, il se passera avec la forêt ce qui s'est passé avec d'autres domaines, c'est-à-dire des gros, entre guillemets, des gros problèmes, non seulement, je dirais, environnementaux, mais aussi de santé. On a le cas de l'agriculture. L'agriculture intensive a généré des tas d'autres problèmes. Alors, est-ce qu'on veut faire pareil avec un patrimoine forestier qui est le dernier refuge, il faut le dire quand même, c'est le dernier refuge de toutes les espèces protégées qu'on a sur le territoire national. À 60-70%, les espèces protégées se trouvent en forêt. Hein, voilà. Donc l'enjeu, il est très fort. On est finalement très peu nombreux en tant que forestiers, mais on peut mobiliser beaucoup de monde autour de nous, les élus en particulier, qui ont un rôle énorme à jouer dans ce cadre-là. Et je pense que c'est quand même l'union de toutes les forces qui s'opposent au démantèlement du service public qui permettra non seulement de défendre ce service, mais aussi de faire reculer les projets de démantèlement tels qu'ils sont aujourd'hui lancés. Voilà. J'ai élargi un petit peu, mais le cadre de l'immobilier se situe vraiment au cœur de la politique publique qu'on pratique actuellement à l'Office. Bon, c'est vrai que l'autre danger aussi, c'est on voit quand même une forêt, une maison forestière, un forestier. Donc la disparition de la maison forestière, ça veut dire aussi la disparition du forestier. Il peut y avoir 2-3 personnes qui interviennent après par la suite. Ils n'auront pas la vision globale que le forestier traditionnel aura. C'est-à-dire qu'il y aura une personne pour le service commercial, une personne pour le service aménagement, et on perd la vue générale de la forêt. C'est même plus loin que ça, puisque en fait ça s'intègre avec aussi le fait de supprimer la notion de triage, la notion de compétences géographiques, pour la remplacer par des compétences supposées techniques, de spécialisation. Oui, tout à fait. C'est un changement complet à la fois du métier, mais c'est un changement complet de l'esprit et de la philosophie de la gestion qu'on applique en fait. Parce que finalement, c'est chacun son petit précaré, plus de secteur géographique, chacun intervient tantôt là, tantôt là, on perd la connaissance de terrain. Et tu as dit c'est la triptyque forêt, maison forestière, forestier, mais dans ta triptyque, la maison forestière, elle connecte le forestier à la forêt. Si on enlève la maison forestière, alors il y a des gens qui sont non logés, attention, ils ont fait le choix d'être non logés ou ils ont pris un poste qui était non logé. La plupart du temps, ils arrivent à trouver quand même un logement dans leur secteur où ils travaillent, mais c'est pas pareil et c'est plus difficile. Et c'est plus facile peut-être de le faire quand on a 40, 50 ans ou un petit peu plus tard dans sa carrière que quand on est jeune, qu'on vient d'avoir le concours, qu'on arrive dans des régions qu'on ne connaît pas. Moi, je l'ai vécu à titre personnel quand je suis arrivé dans les Ardennes. Si j'avais pas été logé en maison forestière, je ne sais pas comment j'aurais fait, quoi. On arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où aller et comment faire. Et la maison forestière, c'est la première marche qui nous connecte avec notre espace boisé qu'on va avoir en responsabilité après, quoi. Ça va même, je dirais même plus loin que ça. La maison forestière, c'est le forestier qui est près du terrain. C'est une gestion qui est près du terrain. Moins de forestiers, ça veut dire moins de forestiers près du terrain. Ça veut dire une gestion qui s'appuie sur des outils plus ou moins informatiques, avec des bases de données énormes. Et en fin de compte, le forestier du terrain n'aura plus son mot à dire là-dedans. Et en fin de compte, dans la gestion forestière, c'est ce qui est le plus important. C'est une gestion près du terrain. C'est le gars qui n'a pas une trop grosse surface, qui connaît bien sa forêt et qui la gère au plus près de ce qui peut se produire dans la forêt. Or, moins il y a de forestiers, moins cette gestion-là est possible. Et ça peut devenir absolument dramatique. On imagine bien que quelqu'un qui soit à Nancy puisse faire ce qu'on appelle des aménagements. Vous êtes des élus forestiers, vous savez tout ce que c'est, mais qui puisse faire un aménagement d'après des données satellitaires
qui valent ce qu'elles valent, et puis de pondre un aménagement qui engagerait l'avenir de la forêt pour 25 ans, alors que réellement sur le terrain, aucune de ces données ne serait réellement peut-être valable. Or, un gars sur le terrain, il va voir ce qui s'y passe, il sait exactement comment va sa forêt, ce qui ne traduit absolument pas des données satellitaires ou des données informatiques. Et le fait de supprimer des maisons forestières, ça ajoute encore à l'éloignement du forestier de sa forêt. Je voulais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que je rejoins sur l'histoire de l'éloignement. En parallèle de cette disparition des maisons forestières, pour moi, il y a un parallèle, c'est la disparition des missions de police de l'office. C'est-à-dire qu'on dépersonnalifie les personnes de leur forêt. Elles sont éloignées. Moi, je vis en maison forestière, j'ai fait mes 2 postes en maison forestière, j'étais dans le cœur de mon massif et les week-ends, j'entendais, je voyais ce qui se passait, j'étais assez facile d'accès encore actuellement. Dans les Hauts-de-Vosges, on fait des constats de chasse, on est sollicité les week-ends, les samedis et dimanches. Je suis au plus près de mes interlocuteurs. Et le fait de désincarner, désincarner par le biais de l'abandon des maisons forestières, c'est des personnes qu'on éloigne. Et je pense que ça va en lien avec la disparition des missions de police. C'est-à-dire qu'on éloigne les gens, on intervient qu'au dernier moment. Par contre, on ne fait plus le travail de prévention avec des personnes proches du terrain. C'est de plus en plus une politique où on va intervenir après coup avec des moyens, une fois que le mal est fait, on va intervenir, alors qu'avant, la présence proche du terrain du personnel, dans les maisons forestières notamment, permettait de faire tampon et d'atténuer certaines dérives qu'on pouvait constater très proche du terrain. Il y a une autre problématique aussi, c'est, comme le disait justement Fred, quand des jeunes arrivent en poste, leur premier poste, il faut savoir qu'une rémunération de forestier, c'est pas le nirvana, hein, un forestier va commencer à 1 500 € par mois. Donc quand il arrive dans des régions à fort potentiel, je dirais, immobilier, où les loyers sont extrêmement élevés, par exemple Rhône-Alpes, le Var, le Vaucluse ou la région parisienne tout simplement. Des régions frontalières avec la Suisse, avec la Savoie. Donc quand un jeune forestier arrive dans ces conditions, il est quasiment impossible de trouver un logement qui puisse, entre guillemets, correspondre à ses besoins. Tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens financiers suffisants déjà. Et en plus, ça va un petit peu brouiller les pistes vis-à-vis des interlocuteurs qui ah bah il est où le forestier? Ah bah il est à la 2e entrée B du HLM du coin là. Ah puis 2 ans après bah, il est ailleurs. Voilà, on brouille les pistes du service finalement. Comme le disait fort justement Alric, le fait qu'on est facilement identifiable et identifié par la maison forestière, c'est quand même, je veux dire, aussi une facilité pour tous les usagers, tous les interlocuteurs. Donc, le fait de supprimer cet attribut-là, en fait, on va arriver, pour les jeunes qui arrivent en poste, on va arriver à des impasses, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones blanches, entre guillemets, forestières, où personne ne voudra aller, parce que tout simplement, financièrement, ce ne sera plus possible de s'installer dans ces zones-là. Voilà. Alors, qu'on s'installe, je dirais, dans une maison forestière ou même avec un petit peu d'ancienneté, on envisage un achat immobilier dans le périmètre de son secteur forestier. Il y a certaines zones en France où, pour un forestier, quelle que soit son ancienneté, ça devient impossible. Ça devient mission impossible. Donc là encore, on est en train de fracturer les territoires. Il y aura des territoires qui seront un petit peu plus avantagés parce que bon, il y aura encore possibilité pour certains forestiers de pouvoir éventuellement s'installer, de faire une acquisition et d'être, je dirais, à disposition des usagers. Et puis finalement, d'autres territoires où cette solution-là n'existera plus. Donc on va fracturer, on va faire plusieurs France à l'intérieur de la France, quoi.
voilà, au niveau gestion forestière. Et donc, ça participe finalement à une certaine vision libérale du service, qui, comme le disait Fred, finalement, on ne parle plus d'individus avec, je dirais, une connaissance territoriale, une assise territoriale, mais on parle de prestataires. On parle de prestations. Et une prestation, ça peut être Pierre-Paul Jacques qui vient de n'importe où, qui la réalise finalement, dans leur esprit. C'est comme ça. Mais tous les forestiers qui sont ici savent bien que en fait, gérer un patrimoine, c'est quand même pas aussi facile que ça, c'est pas une simple prestation. Il faut avoir une très très bonne connaissance du milieu, il faut avoir une certaine assise territoriale, une certaine stabilité. Et ça, c'est pas un service à la carte qui va le donner. Et le démantèlement finalement immobilier, il va provoquer ces troubles et ces problèmes très graves pour la gestion forestière, c'est-à-dire finalement un facteur humain qui sera fluctuant, qui va être beaucoup plus, je dirais, instable. Et finalement, la forêt, ce qu'elle a besoin, avant tout, c'est quand même la stabilité du gestionnaire. On ne fait pas une belle forêt en changeant tous les 5 minutes d'avis. Il faut quand même avoir une certaine gestion, une prospective à long terme. Et voilà. Donc, vous voyez comme quoi finalement, l'assise territoriale, la maison forestière, la pérennité de la gestion forestière publique, tout est complètement imbriqué. Et là, bon, on va vers quelque chose qui ne ressemble absolument plus à ce type d'organisation. Pour recontextualiser les choses, encore il y a quelques années, il y avait la notion de nécessité absolue du service, c'est-à-dire que normalement quand on demandait un poste sur lequel il y avait une maison forestière, il fallait occuper cette maison, c'était une obligation d'occuper cette maison. Maintenant, c'est plutôt l'inverse, c'est une obligation de partir. Dès qu'une maison se libère, notre direction est très heureuse de pouvoir s'en débarrasser. Et pour moi, ça va dans le sens de le service disparaît. C'est une nécessité absolue d'occupation qui permettait d'avoir un service proche des élus, proche du territoire géré. Et maintenant, comme tu dis, on va aller vers des prestations de services qui ne donnent pas qui donnent un résultat, un mauvais résultat sur le terrain. Une gestion à la petite semaine. C'est toute la proximité avec la population, avec le milieu rural qui disparaît. Avant, on savait où aller trouver le forestier. Il n'était pas rare que même après 7 heures du soir, il y ait quelqu'un qui vient sonner à la porte du forestier pour demander un renseignement, pour demander du bois, voir un élu qui savait rapidement trouver son forestier. Tout ça maintenant c'est terminé. Bientôt, pour avoir le forestier qui gère votre forêt, vous serez obligé de faire 20 km ou 25 km, ce qui est déjà le cas maintenant. Et le fait de ne plus avoir de maison forestière, ça accentue encore ce délagage, cet élagage. Ce décalage qui devient de plus en plus important avec la proximité avec la population, avec les élus, avec la gestion au jour le jour de la forêt. Il y a des élus qui sont là, ils le savent bien, on les a pas entendus, mais je pense qu'ils sont pas là pour nous contredire, et qui ressentent bien que durant ces années qui viennent de s'écouler, il y a quand même des changements dans la gestion forestière, dans les rapports qu'ils ont avec leurs agents ou avec les représentants de l'ONF. Ça serait peut-être mentir de dire qu'ils n'ont pas ressenti ce changement. Et il faut leur dire que ça va encore s'accentuer. Bientôt, vous aurez affaire à des contractuels, si ce n'est pas déjà le cas. Des gens dont je ne critiquerai pas le fait qu'ils travaillent, ils sont déjà bien contents de trouver du boulot, c'est des jeunes. Mais la différence avec un fonctionnaire établi est énorme. C'est impossible de faire le même boulot, de faire le même rendu. Ces gars-là sont... Et puis, ils sont beaucoup plus malléables qu'un fonctionnaire qui est dans sa maison forestière. Ils sont obligés de tout avaler. Nous, on a une possibilité encore de résister un temps soit peu à ce qu'on nous dit, justement parce qu'on est fonctionnaire. Et le fait de faire disparaître les maisons forestières accentue encore cet état de choses. Je serais bien content de pouvoir entendre un élu qui me conforte dans ce que je dis. J'espère que je ne parle pas dans le vide. Chaque fois que je discute avec eux, ils me le disent. Et chaque fois que j'en vois, j'essaie de discuter, ils me disent, ben oui, effectivement, on sent une différence énorme avec ce qui se passait avant.
la gestion n'est plus la même. Alors au niveau de l'ONF, on vous dit à vous élus, vous inquiétez pas, rien ne va changer, vous trouverez toujours quelqu'un à qui causer. Oui, d'accord, ok. Et c'est tout. À qui parler, mais c'est tout. De toute façon, c'est pour transposer le problème, hein, historiquement, quand on avait des bureaux, on avait une secrétaire à l'entrée qui donnait des conseils, maintenant il n'y a plus personne aux entrées de nos bureaux. Ça, en transposant, en extrapolant le problème, ça va être bientôt, ça va être ça pour les agents forestiers. Une adresse, il n'y aura personne au bout, personne pour répondre, et puis il faudra attendre 1 ou 2 jours avant qu'il y en ait un qui se déplace parce qu'il sera disponible à ce moment-là. 2 jours, t'es poli. Mais justement, avant de clore le sujet sur les maisons forestières, d'abord, oui, c'est la fermeture des maisons forestières, c'est aussi la fermeture de locaux. Hein. Ça va avec la fermeture des UT, avec les suppressions d'UT, avec la fermeture tout simplement des locaux, de l'ancrage territorial du service, hein, tout simplement. Et il y a aussi des problèmes pratiques, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je veux dire, un poste, un triage et des forêts, c'est des archives, c'est une histoire qui était hébergée à la maison forestière, pas que le forestier qui est hébergé à la maison forestière, mais aussi toute la connaissance de la forêt qui est hébergée à la maison forestière. Et si l'ensemble des postes devaient être demeurés non logés, il faudrait, à chaque changement de choses, soit tout centralisé quelque part, alors toute la connaissance forestière et l'histoire forestière serait centralisée dans une ville par département, ou alors changer à chaque fois de logement au fur et à mesure que les forestiers changent et déplacer tout ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Moi, j'étais dans la Meuse, j'ai eu un collègue qui a repris la maison forestière qu'un certain temps. La maison forestière actuellement est abandonnée, elle a été fracturée une paire de fois. La femme y est passée, comme ça, pour remémorer le passé. Les archives sont encore dans la maison forestière au 4 mois. Voilà. Des exemples de la bonne gestion du patrimoine immobilier de l'office par notre direction. Maintenant, encore deux petites choses, non, plutôt une petite chose et une grande chose. La petite chose, c'est qu'en parallèle de tout ça, il y a aussi à l'ONF une volonté de la direction de faire payer les forestiers qui n'habitent pas sur leur secteur forestier. Ils payent le déplacement, ils payent les kilomètres qu'ils font depuis l'autre secteur, donc on fout les gens dehors de leur maison forestière, on leur demande de trouver des logements là où ils peuvent, ce qui n'est pas toujours facile, et après, on va leur faire payer les kilomètres d'un bout à l'autre, de l'extrémité de leur triage jusqu'à chez eux, au point que à terme, voilà, vous allez bientôt dormir dans vos VA, quoi, voilà. C'est pour pas payer. Imaginez quelqu'un qui est dans des secteurs où l'immobilier est très cher, dans le sud de la France, qui arrive sur un secteur, qui est obligé, qui a le seul logement qu'il a trouvé abordable pour lui est à 50 km de son triage, et il va encore falloir qu'il paye les 50 km pour se rendre sur son triage. Enfin, c'est une aberration. Et la dernière chose, s'ils veulent, je leur impose pas, avant de clore le sujet, s'il y a des élus qui veulent livrer leur ressenti sur la question qu'on vient d'aborder, c'est le moment avant qu'on passe au sujet suivant. Comment on peut chanter aussi, hein. Pour Dommartin, on a vécu une année sans garde, avec un intérim de plusieurs communes, où les agents venaient, voilà, et c'était un fonctionnement qui n'était pas possible. Et on a eu un peu de chance de récupérer quelqu'un, mais voilà, c'est pas une solution pour une commune, quoi. En plus, à chaque fois, on vous augmente vos surfaces à gérer, et on amplifie les problèmes, quoi. Ce que voulait dire la commune de Dommartin, c'est que ce qu'ils ont ressenti, c'est que pendant un an, le fait qu'il n'y ait plus personne, c'était un manque. Il y avait, le boulot n'était pas, on va pas dire pas fait comme il faut, c'est pas ça. Mais intermédiaire. c'était, il y avait trois personnes qui décidaient quelque chose, mais c'était plus sur place, voilà, et puis c'était pas fait cohérent pour certaines choses probablement. Mais vous, au niveau de la commune, vous l'avez ressenti directement. Oui, oui. Ça vient pas tout de suite, mais au bout de quelques mois. Et puis qui joindre? Un coup j'ai appelé monsieur Burgère, non, c'était monsieur de Becou, voilà. Alors c'est pas pour vous réconforter, mais excusez-moi, c'est pas pour au contraire, mais moi je peux vous assurer que dès maintenant, la gestion de Dommartin va encore bouger. Vous avez eu un agent il n'y a pas longtemps, Ouais. mais il va bientôt repartir. C'est déjà Donc, dans il faut les... qu'on l'attache. Très rapidement. Non, mais je peux vous le dire. Nos directeurs n'ont pas le courage de vous le dire, Non. mais moi je peux vous l'assurer.
Dommartin va être géré par une autorité, ça va être quelque chose. Hein. Et je n'en rajoute pas, au contraire. Hein. Il y avait- Moi, je voulais simplement Monsieur. dire, je suis élu à Bellefontaine, je voulais replacer le problème dans son contexte un peu plus global, parce que en même temps, on entend souvent nos élus qui disent qu'ils vont défendre la ruralité, et en fait, ça y participe largement le fait qu'on supprime le garde dans la maison forestière dans le village. Nous, on tient absolument de votre côté, parce que nous, on a déjà donné en ce qui concerne, je crois, la gendarmerie, ça paraissait anodin, on habite Bellefontaine, maintenant on sait plus trop s'il faut aller à Loire, Val d'Ajol, machin, on sait plus trop, alors que tout bêtement avant dans la mondiale. On pense que la poste, elle va y passer aussi, notre petit dépôt de poste va y passer aussi, et ce qui fait que pour le reste, eh ben, ça n'attire plus trop les gens, la campagne qui se vide. Ça veut dire aussi qu'on perd 20 gosses à l'école en très peu de temps, donc voilà, nous on vous assure de notre soutien. Merci beaucoup. Enfin, je crois que c'est le bon mot de la fin.